Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour Guillaume. Alors, preview de Conor McGregor, Dustin Poirier numéro 3. Sans doute, mon cher Polydomso, le combat le plus attendu de l'année? Comme ça au débeauté, je dirais oui. Mais après peut-être qu'il y en a d'autres, mais effectivement c'est toujours une attraction. Déjà les combats de Conor McGregor sont toujours une attraction en soi, et là en plus comme il y a eu 1-1, enfin il y a une victoire pour Conor, une victoire pour Dustin Poirier, et que aussi plus généralement dépend de ce combat un peu l'avenir de Conor McGregor au sein de l'UFC, hein. En tout cas de ses prétentions, on va dire, on va pas quand même pas s'avancer. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu, et ouais, donc du coup oui, ça me choque pas, on peut dire ça, combat le plus attendu de l'année, je pense, en général, en règle générale, ouais. Mais oui, donc là la pression est à son comble, parce qu'on sait déjà bonjour à tous ceux qui nous découvrent avec ce podcast là, parce que l'on sait que vous allez être nombreux à suivre ça. Conor McGregor, la grosse histoire du deuxième combat, bien évidemment, c'était les leg kicks. Les kicks sur la jambe avant de Conor McGregor, avec bien évidemment tout son camp d'entraînement, toute son approche qui a été tant décriée depuis, qui était trop centrée sur la boxe anglaise, mais, et c'est pas un petit mais, il y a quand même pas mal de motifs d'espoir pour Conor McGregor. Alors est-ce que tu veux qu'on aille déjà sur quelque chose d'assez générique, ou qu'on se concentre sur des points particuliers? Ouais, on peut faire un petit récap sur ce qui s'était passé sur le deuxième combat. Le premier combat, c'était déjà il y a assez longtemps, donc je pense pas que ça a vraiment beaucoup de pertinence. Catégorie inférieure, et les gens, ils ont tellement évolué. Voilà, depuis. c'est ça. C'est à la limite, nous on avait évoqué le premier combat en amont de la revanche parce que c'était une base un peu de réflexion sur la progression des deux combattants. Mais déjà en fait, lors de la vidéo qu'on avait faite en prévision du rematch, ce qu'on avait dit, c'est que les deux combattants n'ont presque plus rien à voir en fait avec leur première, avec ce qu'ils avaient montré la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Là, le combat a lieu juste 6 mois après environ, donc du coup le deuxième combat est beaucoup plus intéressant comme base de réflexion pour essayer de se projeter dans cette troisième rencontre. Alors effectivement, on avait un Conor McGregor qui a, depuis je pense son retour en fait, contre Khabib Nurmagomedov après son excursion du côté de la boxe anglaise, a un style qui est vraiment beaucoup plus axé sur son anglaise. J'irais même jusqu'à dire que depuis qu'il est monté en fait en lightweight, il a un peu abandonné son kicking game. Ça a plus trop d'importance. Alors ça n'a jamais été vraiment un arsenal en soi, c'est-à-dire que ça n'a jamais été vraiment des armes qu'il utilisait pour blesser ses adversaires, mais ça s'imbriquait en fait dans son anglaise. C'est ce qui lui permettait en fait de cadrer son adversaire, de le pousser contre la cage et de le contrer ensuite, enfin de provoquer un retour chez l'adversaire pour le contrer en fait dans un second temps. Là depuis son combat contre Khabib, depuis qu'il est revenu, il y a presque plus en fait. Enfin, il y a toujours un peu ça et là des kicks qui passent, notamment je crois au 4e round contre Khabib, il y avait beaucoup de 3e round, je sais plus, 3e round il me semble, beaucoup de front kick qui étaient passés. Mais là par exemple contre Dustin, au corps, hein, bien ouais, au corps, ouais. Contre Dustin, c'est vraiment les kicks, il les a sortis au tout dernier moment. C'est ça. Quand c'était déjà trop tard. Quand sa jambe avant était déjà fortement compromise, et donc du coup ça n'a pas été suffisant pour renverser la vapeur. Sachant d'ailleurs en fait pour toi l'abandon finalement de tout ce qu'il faisait par le passé pour se préparer à Khabib, est-ce que pour toi c'était une erreur ou pas? Moi en soi, tu sais, quand tu te dis que tu te prépares contre un mec qui a un cardio des enfers et que tu sais que toi ça a jamais été ton point fort, et puis surtout qu'il est excellent lutteur. Moi je pense que c'était ça, c'est qu'il avait déjà, quand il est monté en lightweight, je pense que le combat qui était un peu le tournant dans la mentalité de Conor McGregor, c'est son premier combat contre Nate Diaz, où il est arrivé, si vous vous souvenez du combat, il a envoyé des coups de pierre tournés et tout, et bon, résultat des courses, il s'est cramé au premier round, et après, parce qu'en fait il était dans une catégorie supérieure, il n'avait pas tellement l'habitude, et il y avait moins d'effets de ses kicks, donc je pense qu'il les avait déjà plus ou moins abandonnés à ce moment-là. Il les gardait toujours un peu sous le coude. Dans son deuxième combat contre Nate Diaz, il avait fait une grosse application des leg kicks. Contre Eddie Alvarez aussi, enfin, il a repris ses front kicks. Ses front kicks, ouais, tout à fait. Mais par exemple, un kick qui a disparu depuis sa montée en lightweight, et qui était très intéressant, je pense, et notamment qui serait très intéressant dans la perspective d'un troisième combat contre Dustin Poirier, gardez ça en tête, c'est les sidekicks qu'il faisait au niveau de la jambe, en ligne basse. Ça a disparu de son arsenal. C'était un truc qu'il faisait dans tous ses combats en featherweight.
Mais quand je dis tous, c'est vraiment tous ses combats. Il l'a fait contre Denis Siever, il l'a fait contre José Aldo, contre Max Holloway aussi. Et depuis qu'il est en lightweight, il le fait plus. Mais vraiment plus du tout. C'est un truc qui est absent en fait. Et je ne saurais pas te dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être que depuis qu'il est en lightweight, qu'il a pris un peu plus de masse, ça demande trop d'énergie de balancer des kicks. Peut-être qu'il a peur d'être amené au sol. Je ne sais pas. C'est peut-être et peut-être aussi depuis qu'il s'est entraîné vraiment en anglaise pour la rencontre Floyd Mayweather. Je pense qu'il est tombé un peu amoureux de ses mains aussi. Et ça, c'est un écueil qui est, enfin, c'est un défaut qui touche beaucoup de combattants, hein. Les gens, surtout ceux qui ont la réputation de mettre KO leur adversaire, il y a toujours un moment où ils simplifient leur technique. On en avait parlé pour Fedor, on en avait parlé aussi pour Tom Duquesnoy aussi pendant une période, où finalement tu vas resserrer ton arsenal pour te concentrer sur vraiment ce qui marche, et finalement en faisant ça, bah, tu perds ce qui marchait vraiment en fait. D'ailleurs, Conor McGregor, il arrivait à mettre des KO parce que aussi il y avait ce jeu en kick. Le combat contre Aldo, c'est parce qu'en fait il cherche Aldo, il le fait venir à lui avec ses kicks en ligne basse, hein. C'est comme ça qu'il passe le contre en KO. Donc maintenant qu'il a réduit son game en boxe anglaise, alors l'avantage aussi c'est qu'il est plus résistant face aux amenés au sol. Mais je trouve que dans la perspective d'un combat, d'un troisième combat contre Dustin Poirier, ce ne serait pas suffisant en fait de juste se baser sur son anglaise, parce que Dustin Poirier de son côté a clairement amélioré son anglaise, beaucoup par rapport au premier combat, ça n'a rien à voir. Il a une meilleure défense, il se sert mieux de son jab, il a d'excellents contres en crochet, et comme il est gaucher lui-même et que Conor est gaucher, son crochet du bras avant est sur le côté ouvert de Conor. Donc ça touche. Et d'ailleurs, c'est ça qui l'a touché sur la fin du combat. Donc c'est une grosse arme. Il est beaucoup plus serein aussi dans les échanges. Auparavant, surtout quand il était featherweight, Dustin Poirier, il avait une tendance, lorsqu'il se protégeait, à vraiment monter ses mains très haut, à découvrir une partie de son corps et à s'obstruer en fait la vue. Et c'était un défaut, parce que du coup ça permettait à l'adversaire de le surprendre. Et par exemple le KO que lui met le Conor McGregor dans le premier combat, c'est un coup qu'il ne voit pas venir. Et les coups qu'on ne voit pas venir, c'est ceux qui font le plus mal. Tandis que dans le deuxième combat, Dustin Poirier, depuis qu'il a adopté cette défense un peu en shoulder roll, Philly shell, mais de gaucher, ce qui est assez spécial. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il voit les coups venir. Il est dans les échanges, et même s'il prend les coups, il peut répondre. Et dès le premier round, un truc qu'il a tout de suite cherché à mettre en place, c'est son contre en crochet, pour empêcher en fait Conor McGregor d'avoir ce confort en anglaise qu'il avait habituellement. Donc il avait cette aisance en anglaise qui lui a permis de rester dans les échanges, et bien sûr l'arme qui a vraiment tout changé en fait dans ce combat, et c'est vraiment important de le souligner, c'est ses low kicks. Et c'est sur une fenêtre de tir je pense, il a commencé à sortir les kicks à partir de la fin du premier round. Et au début du deuxième round, et c'est en cumulé, je pense que c'est moins de 2 minutes, mais c'est tout ce qu'il lui faut. En 2 minutes, je crois qu'il y a 11 kicks qui passent, ou 12 kicks, je sais plus combien de fois il connecte, et c'est bon, la jambe avant de Conor McGregor, elle est morte en fait. Qui a été sans réponse, parce que c'est ça aussi évidemment. Exactement, Conor McGregor, je pense que le problème qu'il a eu dans ce combat, et c'est vraiment un problème, c'est son problème à lui et c'est le problème de sa team, c'est qu'il s'est tenu éloigné des cages trop longtemps en fait, et le game a évolué en fait, le jeu a évolué, et c'est vrai que surtout cette technique de contre en leg kick, c'est-à-dire d'attendre que la personne avance sur toi pour en déclencher ton low kick, pour le sanctionner, c'est un truc qui s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Alors pourquoi ça s'est démocratisé ? Parce que le niveau de la boxe évolue aussi. Les gens utilisent plus leur jab. Quand tu utilises bien ton jab, tu es plus sur ta jambe avant. Quand tu es plus sur ta jambe avant, tu t'exposes au low kick. C'est-à-dire avant, les low kicks n'avaient pas trop d'importance, enfin pas de cette manière-là, tu vois. Il y avait toujours des combattants, tu vas prendre Thiago Alves, d'ailleurs c'est Thiago Alves maintenant qui a Letiti, qui coach les gens, et c'est pour ça qu'ils ont de très bons low kicks. Mais il n'y avait pas cet effet, tu vois, parce qu'il y en a plein des combats où justement ça a été le tournant, le game changer. Souvenez-vous du premier combat Max Holloway-Volkanovski. Et pareil, Max Holloway, qui utilisait énormément son jab, il avait été sanctionné là-dessus. Et il a changé beaucoup trop tard aussi. Donc c'est vraiment, c'est une arme en plus, ça change en fait, c'est un game changer vraiment, tu vois. Même Sean O'Malley. Sean O'Malley, ouais, tout à fait, contre Chito Vera, ouais, exactement. Et pourquoi c'est aussi efficace ? Parce que justement la boxe est en train de s'améliorer, les gens utilisent plus souvent leurs bras avant, et donc du coup ils s'exposent. Donc c'est vrai que Conor McGregor, on sentait qu'il n'avait pas du tout anticipé ça. Il y avait aussi cette amenée au sol, parce que on voulait en parler avec Polydomso, enfin
petite parenthèse amenée au sol, parce que bien évidemment, je pense qu'on va un peu plus en parler, c'est dans le sens où ça s'est très bien passé pour Conor McGregor une fois qu'il était au sol, mais la manière dont il se fait amener au sol, on voit qu'il est complètement surpris. Alors après, là pour le coup, je pense que c'est un truc. Là pour le coup, Conor McGregor s'est fait mystifier en fait, parce que pour avoir revu le combat plusieurs fois, la façon dont Dustin Poirier l'amène au sol, c'est quand même très intelligent. Dustin Poirier, pendant longtemps, un truc qui a toujours été dans son arsenal depuis qu'il est arrivé à l'UFC et jusqu'à aujourd'hui, il le fait encore, c'est ses attaques en shift. C'est-à-dire, il est gaucher, il va avancer comme si vous faisiez un pas en avant, en fait, il va changer de garde en avançant, et du coup il va se retrouver en position de droitier pour ensuite amorcer son bras avant qui est devenu son bras arrière pour vraiment frapper très fort de ce bras avant qui devient bras arrière. Pour suivre, en fait, il change de garde. Contre Maxwell, ouais. Il le fait, ouais. Mais de même, depuis qu'il est à l'UFC, il le fait. C'est un truc qu'il fait tout le temps. Et ça, Conor McGregor, il le sait. Et il savait que c'était à ce moment-là où il y avait le shift qu'il allait pouvoir déclencher son contre. Parce que c'est à ce moment-là, parce qu'en plus, quand Dustin Poirier fait ça, généralement, il se découvre. Il a pas vraiment de garde, il a la tête un peu en l'air et c'est le moment où tu peux le sanctionner. Et en fait, Dustin Poirier savait exactement que Conor McGregor allait l'attendre à ce moment-là. Et en fait, il a fait son shift, sauf que au lieu d'envoyer le bras arrière, il a déclenché un takedown. Tu penses? Je sais pas, parce que je trouve que c'est très tôt dans le combat, en fait. Ouais, mais le contre, il est là. Tu vois que Conor McGregor, il tente le contre. Ouais. Il pensait qu'il est dans le vent. Je suis persuadé que Conor McGregor s'attendait vraiment à ce que Dustin Poirier déclenche, comme il fait d'habitude, sur son bras. Dès qu'il a vu le... Vous savez, les contres, hein, c'est pas je vois le mec, je vois l'attaque, je réfléchis à ce qui va se passer, j'envoie le coup. C'est pas, ça va trop vite. Mais c'est en fait un contre, c'est dès que vous voyez genre un frémissement de mouvement qui vous évoque une action, là vous envoyez le contre et c'est là où vous avez le timing. Et je pense qu'en fait, quand il a vu changer de garde, il s'est dit j'envoie mon contre. Et là, en fait, il était plus là, en fait, Dustin Poirier. Il avait déjà changé de niveau, il était déjà en takedown. Donc, c'était plutôt malin de la part de Dustin Poirier. Après, je pense qu'il tente une autre amenée en takedown, ou je sais plus quoi, mais ou je sais plus, ou peut-être. Non, c'est sa seule. C'est la seule. Bon, bah, du coup, c'est la seule. Donc, non, bah, du coup, c'était plutôt Conor malin. Se relève bien. Conor se relève, et c'est vrai qu'il était relativement surpris. Mais je voulais juste souligner ça pour dire que c'était pas seulement la surprise. Je pense que c'était aussi très malin de la part de Dustin Poirier, de la façon dont il avait fait. Il avait joué, en fait, avec les attentes de Conor McGregor. Donc tout ça ça fait beaucoup d'informations là, on est en train de balancer plein d'idées, c'est pas vraiment structuré, mais pour vous dire que s'il y en avait un qui était bien préparé pour le deuxième combat, c'était Dustin Poirier, pas vraiment Conor McGregor. Conor McGregor était resté sur un modèle qui, je pense, est efficace contre des boxeurs lutteurs, mais pas efficace contre un mec comme Dustin Poirier qui est devenu beaucoup plus complet et qui avait surtout les moyens en fait de forcer Conor McGregor à s'exposer. Comme Conor McGregor a une garde très ample, mais qu'il a plus ces mouvements de in and out qui permettent justement de fausser la distance et de pas être là là où l'adversaire pense que vous êtes, et donc du coup de pas s'exposer par exemple à des techniques en kick, bah il s'est pris des kicks et ça l'a forcé en fait à s'exposer. Vraiment, en l'espace de 2 minutes, il a été obligé de monter, d'avancer, de prendre des risques, parce qu'il avait sa jambe compromise et il savait que s'il restait en fait à distance de striking, bah, c'était qu'une question de temps avant que ça cède. C'est pour ça qu'il y a un empressement au début du deuxième round où clairement c'est pas habituel de la part de Conor McGregor. Conor McGregor, il aime bien mettre la pression, mais il est méthodique. Il se jette pas en fait sur l'adversaire. Sauf que là, il avait plus le choix en fait. Il était obligé, d'où plusieurs séquences par exemple où il attrape la jambe. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont pas habituelles dans son jeu, parce qu'en fait c'était panique à bord, j'ai envie de dire. Tu vois, c'était vraiment, il se disait là c'est le moment où, parce que je pourrais pas tenir tout le deuxième round sous ce régime-là. Donc je pense que le bilan qu'on fait sur ce combat-là, sur la stratégie qui a été employée par Dustin Poirier et les manques de Conor McGregor, n'importe qui est capable de le faire. Tu vois, ce bilan-là, et je pense que Conor l'a fait et Dustin Poirier l'a fait aussi. Donc finalement, quand on réfléchit à un troisième combat, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que peut faire chacun pour améliorer en fait, ou pour se préparer en fait à une troisième rencontre. Sachant que pour l'instant, mon cher Paul Williamson, de ce qui s'est dit bien évidemment, Conor McGregor a dit je vais faire les ajustements pour ce combat-là, je vais être prêt pour les low kicks, je vais être prêt pour tout ça. Du côté de Poirier, son coach de boxe a expliqué que là, il s'attend à ce que Conor se soit adapté, mais il ne dit pas, bien évidemment c'est dans les médias donc ils doivent préparer d'autres choses, mais ils vont pas aller avec une stratégie radicalement différente. Non, celui qui n'a pas besoin de changer. Actuellement, celui qui a le moins de changements à opérer, c'est Dustin Poirier. Son game plan était parfait.
il a vraiment mené de bout en bout et il aurait tort de changer parce que je pense que ça va être difficile pour Conor McGregor d'apporter des modifications et des ajustements parce que il faut pas non plus qu'il tombe dans l'extrême inverse. Il faut pas qu'il y aille en se disant je vais être un boxeur taille. La force de Conor McGregor, c'est aussi son style d'escrimeur, c'est aussi sa garde ample, c'est aussi sa boxe. Donc c'est toujours la difficulté qu'ont les combattants pareil, Max Holloway l'avait cette difficulté-là quand il a préparé le deuxième combat contre Volkanovski, c'est de ne pas tomber dans l'extrême, de se dire je vais abandonner ce que je sais faire pour essayer de trouver autre chose. Ça marche pas comme ça en fait. La force de Conor McGregor, elle est aussi parce qu'il a ce style-là en fait. Il va devoir en fait réussir à gérer cette menace tout en gardant son style. Parce que s'il change son style, finalement, le low kick marche encore. Le low kick, il peut marcher pour casser la jambe de Conor McGregor, mais aussi pour le forcer à abandonner son e-game. Et vous savez, une technique n'a pas besoin de toucher ou d'être lancée pour avoir un effet positif. Si vous forcez l'adversaire à combattre différemment, parce qu'il est trop craintif de quelque chose que vous pourriez faire, vous avez déjà gagné. Hein. C'est déjà un énorme plus. Donc je pense que la grande question, en fait, la grande difficulté de Conor McGregor, ça va être de trouver des techniques qui vont lui permettre de neutraliser cette arme tout en conservant son style de boxe et cette capacité en fait à placer son contre et à continuer de placer la pression en striking. Il y a des pistes, hein, c'est pas infaisable. Ce qu'a fait Max Holloway par exemple dans son troisième combat contre Volkanovski était très intéressant parce qu'il était confronté à la même problématique. De même, on peut aussi avec fierté parler de nos couleurs parce que un combat où j'ai vu quelqu'un apporter des ajustements en plus en cours de route et face à cette menace en leg kick, c'était Nassourdine Imavov contre Phil Hawes. Je trouvais que ce qu'avait fait Imavov, qui pareil lui aussi a une garde ample et lui aussi fonctionne beaucoup sur la boxe, il s'est retrouvé face à un Phil Hawes qui a tout de suite cherché à sanctionner la jambe avant et qui touchait très durement. Et il a très rapidement réussi à, justement en utilisant le low light side kick, à désarmer cette arme. Et ensuite, pendant tout le restant du combat, les kicks, ils étaient plus là. Donc, il n'avait pas abandonné sa garde ample et tout. C'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant, en fait, dans une perspective d'un combat type Conor McGregor, Dustin Poirier. Donc, il y a des solutions. Il faut voir maintenant si Conor est capable de les implémenter. Ça, c'est clair. C'est la question. Donc, le 10 juillet, réponse. Conor McGregor, bien évidemment, sur ce premier combat contre Dustin Poirier, il a touché Dustin Poirier, mine de rien. Donc oui, il s'est fait terminer par KO, mais c'est pas non plus catastrophique dans le sens où il y a des motifs d'espoir. Mon chapeau, Thompson. Franchement, sur le début du combat, mais vraiment le début, hein. Genre parce que c'est un combat qui est assez court, c'est 2 rounds, ça passe assez rapidement. Mais en anglaise pure, même si les impacts étaient moindres, parce que justement, je dis le fait que Dustin Poirier avait cette sérénité dans les échanges lui permettait d'encaisser plus facilement, mais il se fait toucher plusieurs fois. Oui, effectivement, ça c'est toujours un succès, mais c'est un peu à double tranchant, dans le sens où, effectivement, il touche Dustin Poirier, mais il l'a pas non plus mis dans le mal, tu vois, il l'a pas étourdi, il l'a pas assommé, tu vois, donc c'était pas non plus définitif, si tu veux, comme technique. Et dans le côté double tranchant, le truc inverse, c'est que justement parce qu'il touchait Dustin Poirier, je pense aussi que ça a dû jouer dans la mentalité de Conor McGregor, se dire j'ai besoin juste d'encore 2, 3, 4 ou 5 techniques et il sera KO, tu vois. Et c'est pour ça qu'il n'a pas changé sa stratégie, ou alors très tard, tu vois. Il a commencé les kicks au moment où sa jambe avant était déjà morte, en fait. Donc oui, il faut il peut le toucher. La garde de Dustin Poirier, même si elle s'est améliorée, n'est pas imperméable. Il est toujours là pour se faire toucher, mais il faut pas qu'il y aille en se disant faut absolument que je le mette KO, tu vois. Non, c'est le KO, si KO il y a, ça arrivera s'il arrive à dérouler son jeu justement de pression et d'alterner kick et contre. Moi je pense que avec cette inquiétude quand même de se dire que plus le combat va durer, plus ça va être compliqué pour lui. En fait, c'est là où moi je pense que pour Conor McGregor c'est compliqué, dans le sens où il doit revenir à ce qu'a fait son succès par le passé, mais en se disant que là aussi il est sur quelqu'un qui est
connu pour sa durabilité. C'est vrai. C'est la grande force. Je pense qu'en termes de dynamique, plus on va avancer dans le combat, plus ça favorisera Dustin Poirier. Ça, c'est évident. Mais c'était déjà le cas en amont du deuxième combat. Hein. C'est-à-dire, c'était pour ça aussi qu'il était arrivé très agressif sur le premier round. Mais le problème, c'est qu'il était trop concentré sur chercher la tête de Dustin Poirier. Et ça... tu deviens prévisible, et quand tu es prévisible, après, les trois quarts du boulot est fait pour ton adversaire. Il sait ce qui va arriver, il peut se concentrer. C'est pour ça qu'au niveau de son anglaise, il avait plus de succès qu'auparavant, parce qu'il savait qu'en fait, les trois quarts des techniques, elles allaient arriver en haut, et donc ça le permettait, tu vois, de s'adapter plus facilement à ce qu'amenait Conor McGregor. Je pense que vraiment, pour le coup, Conor McGregor aurait tort de se dire faut absolument que je termine dans les 2 rounds. Il faut vraiment qu'il y aille en se disant faut construire le combat, quoi. Il faut que j'arrive à dérouler un jeu d'agression qui est varié, qui me permet justement de sortir de ce truc de low kick. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui aura le contrôle de la distance. Dans le deuxième combat, Dustin Poirier avait le contrôle de la distance parce qu'il forçait en fait Conor McGregor à venir à lui, en fait, par ses techniques de leg kick. Et ça s'est vu surtout sur la fin du premier round et le début du deuxième round, enfin jusqu'au KO. C'est qu'il avait l'arme de longue distance, c'était ses leg kicks. Et il empêchait en fait Conor McGregor de se repositionner dans une situation où il serait, on va dire, en sécurité. Du coup, il forçait, il y avait une espèce de chronomètre, en fait, ou plutôt de countdown, tu vois, je sais pas comment on dit ça, mince, anglicisme, bon, peu importe. De décompte. De décompte, voilà, merci. J'avais pas le mot en tête. De décompte où Conor McGregor se disait, putain, là, j'ai 5, 6, 7, 8 fois je me suis fait toucher, il faut absolument que je termine le match, tu vois. Et c'est pas bon quand t'es dans cette situation d'urgence, c'est jamais bon en fait. Alors qu'on est à un round et demi. Ouais, ça te pousse à commettre des erreurs énormes, et c'est sur une technique en ligne haute qui se fait toucher, c'est pas sur les low kicks, ça le compromet, ça le force à commettre des erreurs, mais ensuite il se fait shooter sur un contre en crochet. Un contre en crochet qui était tenté depuis le début du combat. Donc il l'avait vu venir, Conor McGregor. Il sait pas, le contre il sortait pas de nulle part. Sur le knockdown, tu veux dire? Ouais, sur le knockdown. Après, je pense qu'il tente le takedown aussi. Ouais, mais il se fait toucher même avant. Ah oui, avant il est sonné. Quand il tente le takedown, c'est que c'est panique takedown. Ah non, c'était terminé pour moi. Je pense que c'était fini déjà à ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a une séquence, tu sais, où il est contre la cage, où Dustin est contre la cage, il le touche et ensuite il se tourne. Exactement. Et là, c'est terminé. Déjà là, il est ailleurs en fait. Quand il se fait contrer sur son uppercut. C'est ça. Non, c'est ça. Et ça, je te dis, c'est parce qu'il était forcé, tu vois, de se découvrir, forcé d'attaquer. Je pense qu'il faut qu'il reprenne la distance, Conor McGregor. Donc, mon cher Polydomso, pour la suite de l'analyse de Conor McGregor contre Dustin Poirier, on va vous mettre les images exclusivement. Nos têtes vont disparaître jusqu'à la dernière partie sur le finalement What's Next. Ouais, c'est ça. Sur la suite, on va dire. Exactement, la suite potentielle. Donc, c'est parti. Nous disparaissons. Des deux, je pense que c'est celui qui a les armes de longue distance qui est les plus efficaces. C'est clair. Il faut qu'il ait un peu plus confiance. Et qu'il l'a montré aussi par le passé. Bah ouais, mais parce que les low kicks, c'est très bien. C'est une grande force de Dustin Poirier. En plus, ça marche parce que Dustin Poirier est gaucher. Il est sur le côté ouvert. Une grosse partie des adversaires qui a combattu Conor McGregor ne pouvaient pas avoir cette stratégie parce qu'ils étaient en droitier. Du coup, quand ils envoyaient le low kick, ils arrivaient contre le genou finalement de Conor. Et bon, t'en fais une fois, 2 fois, pas 3 fois. C'est-à-dire, c'est ce qui s'était passé contre Max Holloway. Max Holloway, il avait tenté des low kicks à chaque fois. Quand tu regardes le combat, tu dis aïe, j'ai mal, tu vois. Mais du coup, Dustin Poirier, lui, il est dans le côté. Enfin, ils sont comme s'ils étaient droitier, si tu veux. Et donc, du coup, les low kicks qui passent très rapidement, très bien, et c'est sur l'extérieur de la jambe. Et comme Conor McGregor a une garde où il a la jambe un peu sur l'intérieur, là ça rentre, mais comme dans du beurre. Donc c'est vrai que ça c'est très dangereux. Mais en termes de distance, un low kick, c'est moins, ça a moins de portée qu'un front kick ou même qu'un high kick. Et donc du coup, je pense que Conor McGregor, qui a de très bonnes techniques en front kick ou en high kick, et même quand on revoit ses combats contre Max Holloway, il a des techniques beaucoup plus spectaculaires de bicycle kick, enfin tu vois, c'est des coups de pied sautés où tu t'armes la jambe avant et ensuite t'envoies la jambe arrière. Il a toutes ces armes là. Et tu penses qu'à 70 kilos il peut le faire? Parce que moi aussi j'ai peur, mais tu vois des limites physiques. Moi je pense qu'il peut en faire moins qu'avant. C'est-à-dire qu'avant il envoyait énormément de kicks quand même. Enfin, je vous invite à re-regarder ses combats en featherweight. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même combattant. C'est pas du tout le même style. Il en envoie beaucoup plus.
Et donc ça je pense qu'il serait pas capable de le faire. Et donc du coup il doit pas viser le même objectif, c'est-à-dire qu'avant en featherweight c'était quelque chose pour t'inquiéter, t'impressionner, te pousser vers la cage, vraiment c'était ça l'objectif de ces kicks, ça n'a jamais été de mettre KO les adversaires, même tous ces spinnings, ah non, même bon parfois ça touche contre Diego Brandao, il le met knockdown comme ça, mais c'est plus un fait de combat si tu veux, c'était pas vraiment ça qu'il cherchait à viser en fait, c'était vraiment histoire de le cadrer pour le pousser contre la cage pour qu'ensuite le mec vienne vers lui pour le contrer. Mais comme maintenant il est en lightweight, il a plus de puissance sur ses kicks. Et on l'a vu notamment dans son deuxième combat contre Ned Diaz, les low kicks qu'il envoyait, il faisait mal. C'est clair. Ça faisait vraiment mal. Et c'est comme ça qu'ensuite, comme il avait la distance, il forçait Ned Diaz à venir à lui. Et là, ses contres, bizarrement, tu vois, les contres, il mettait knockdown de Ned Diaz. Alors que dans le premier combat, non, tu vois, il se découvrait, il s'étendait un peu plus et il se retrouvait à la merci de Ned Diaz. Là, pour le coup, je pense que c'est capital pour lui de reprendre en fait la distance. Et de forcer justement de mettre en fait Dustin Poirier dans cette situation inconfortable, de le faire venir à lui. Parce que si c'est Dustin Poirier qui, tu vois, pareil, contrôle le rythme, la distance et peut se remettre dans sa position confortable de boxe et tout, il est trop bon Dustin Poirier là-dedans. On l'a vu contre Max Holloway, il contrôlait la situation contre Max Holloway, même contre Justin Gaethje, qui est pourtant un gars qui fait vraiment flipper, qui envoie des coups vraiment lourds et tout. Non, il est vraiment confortable. C'est vraiment un truc qu'il sait faire maintenant, cette distance avec sa technique de Philly Shell où il reste vraiment serein dans les échanges, où il peut placer ses contres. Il est devenu vraiment redoutable de et puis même dans le KO, il est pas mal. Ah oui. Contre Dan Hooker. C'est ça. En revanche, et là je maintiens, Dustin Poirier n'est pas un très bon boxeur quand c'est lui qui doit chercher à monter l'agression. Quand c'est lui qui attaque, à part son truc en shift, il n'a pas de super armes. Je vous invite à regarder son combat contre l'Irlandais qui avait battu Conor McGregor il y a très longtemps. Duffy. Joseph Duffy. Sur le premier round, il se fait scouler. Et c'était déjà Dustin Poirier qui savait boxer. Et c'est juste parce que Duffy fait des retraits, il le laisse venir à lui et il le corrige en anglaise. Alors après, sur le round 2, sur le round 3, il a l'usure parce qu'il arrive à accrocher, à faire du dirty boxing et à vraiment niveler le combat, enfin à saloper le combat, tu vois, à son avantage. Mais sur le premier round, c'est terrible. Il se fait toucher à chaque fois. Et je pense que c'est parce qu'en fait, il n'arrivait pas justement à forcer la distance face à un boxeur qui était, je pense, en boxe anglaise un cran au-dessus en termes de technicité, tu vois, par rapport à lui. Et je pense que Conor McGregor, il pourrait faire ça, tu vois. Si il reprend en fait le contrôle de la distance. C'est pas un petit si, parce que comme tu l'as dit, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu faire ça. Est-ce qu'il peut le faire en lightweight ? On sait pas, tu vois. Les gens ils vont penser qu'on cherche absolument. Moi je cherche juste à établir des hypothèses en fait sur ce qui peut être mis en place. Je pense que si Conor McGregor il retourne comme ce qu'il a fait au deuxième combat, il va se faire corriger tout pareil. C'est mort, ça c'est clair. Je vais être très 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 honnête là-dessus. Mais il y a zéro chance. Zéro chance de le voir comme ça. Donc forcément il y aura quelque chose. Tu peux pas, quand tu t'es pris une dérouillée, parce qu'il s'est quand même pris une correction sur le deuxième combat, telle qu'il se l'est prise, tu peux pas te dire on va y retourner, on va essayer de faire à peu près la même chose et ça va passer. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quelque chose qui a été exposé. Il y a une arme qui a été employée, qui a été trop efficace contre lui. Il est forcé en fait d'apporter des ajustements. Maintenant, reste à savoir lesquels. Moi, je pense qu'il aurait tort d'essayer de faire du kickboxing. Tort de faire du kickboxing, c'est-à-dire d'essayer de devenir un boxeur taille. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut qu'il fasse du kickboxing, il faut qu'il envoie les kicks et tout, mais il faut pas qu'il abandonne sa garde. Tu vois, ça pour moi c'est mauvais. Il va pas se transformer en Senchai ou en Boako en 6 mois. C'est pas possible. Ça marchera pas comme ça. En revanche, juste d'utiliser des low line side kicks, des front kicks pour forcer Dustin Poirier à venir à lui et là le contrer, peut-être même pas forcément chercher à pousser Dustin Poirier contre la cage, parce que Dustin Poirier, comme je l'ai dit, maintenant il est devenu confortable dans cette situation-là. Il est bon, tu vois, là-dedans. Et comme Conor n'a pas la lutte, parce que tu vois, en revanche, il est bon là-dedans, mais il est mauvais contre un lutteur. C'est-à-dire, regarde Khabib ce qu'il avait fait. Là, pour le coup, c'était complètement inefficace, cette stratégie-là de Dustin Poirier, de se retrouver contre la cage et de faire de la boxe. Là, ça marche pas contre quelqu'un qui a la force en grappling. Conor McGregor ne l'a pas, tu vois. Donc, qu'est-ce qui reste, tu vois? Quelles sont les options? Moi, je pense arme de longue distance pour le forcer en fait à se découvrir et l'amener vers toi. C'est, à mon sens, un game plan qui pourrait être utilisé par Conor McGregor. Un des game plans que je vois.
Mais c'est très dur. Hein. Très honnêtement, là, tu vois, c'est juste là, je donne l'idée, tu vois, ce que je pourrais voir, ce qui pourrait éventuellement fonctionner par rapport à cette nouvelle version de Dustin Poirier, qui d'ailleurs, Dustin Poirier pourra peut-être faire autre chose. Mais je pense que. Mais t'attends à ce qu'il fasse quoi de différent? Voilà, pour moi, je pense que, étant donné que c'est lui qui a gagné le deuxième combat, et que le style de Conor McGregor est tellement défini, tu vois, c'est tellement spécifique en fait à Conor McGregor, je pense que là, pour le coup, Dustin Poirier se dit, bon. Ça va être à Conor d'apporter les changements. Moi, j'ai pas grand chose de mieux à faire, tu vois. Peut-être plus de lutte pour vraiment étouffer Conor McGregor. Et là, moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur si Conor revient, on va dire, à sa posture de base et peut-être s'exposer, tu vois, au single leg. C'est possible. Après, moi j'ai trouvé que ce qu'avait fait Conor McGregor ce premier round, c'était pas mal en défense. Même s'il avait été mis au sol, il n'a pas été dans une situation dangereuse. Et même quand ils étaient en termes de clinch contre la cage, en ayant revu le combat, je pense même que c'est lui qui s'en est le mieux sorti des deux. Donc honnêtement. C'est kiff-kiff. Sinon, après, ils se font retourner. Je crois qu'ils sont à 2-2, c'est ça? Ouais, mais bon, les genoux, il y en a plus de la part de Conor McGregor. Et le coup d'en sortie de clinch, c'est Conor McGregor qui le passe. Donc honnêtement, je trouve que c'était pas trop mal. Après. Faut pas oublier qu'on a affaire à Conor McGregor et que les situations comme ça en clinch, c'est pas bon pour son style parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et sur un combat en synchrone, il peut pas en faire 4, 5, 6. Alors peut-être que ce sera ça la stratégie de Poirier. Peut-être il sera moins agressif sur son striking et qu'il va plus chercher à le pousser dans ses retranchements. C'était notre piste pour le premier combat. Oui, moi c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Honnêtement, sur le premier combat, je pensais qu'il allait justement jouer cette carte-là. Il a joué la carte du contre en low kick, ça a très bien marché, encore mieux marché, donc chapeau à lui. Moi, j'avais pas vu venir le coup parce que j'avais oublié en fait dans la preview du deuxième combat, et ça c'est une énorme erreur. Comme quoi on fait de grosses erreurs. J'avais complètement oublié dans l'analyse que Dustin était lui aussi gaucher en fait. Et c'est vrai que pour moi les low kicks, je me disais quand t'es en droitier contre un gaucher qui a un bon bras arrière, tu t'exposes, tu prends là t'envoies ton low kick, t'es sur une jambe, tu prends le contre et terminé, tu vois. Et en fait non, j'avais complètement oublié qu'il était gaucher lui-même et que du coup les low kicks ils rentraient très facilement en fait. Et ça a été je te dis c'était le game changer, tu vois. Donc peut-être qu'il va faire ça. Et peut-être que là, pour le coup, s'il fait ça, c'est un très bon game plan aussi. Parce que je pense qu'il a le cardio, il l'a. La suprématie en lutte, je sais pas s'il l'a, mais en tout cas, il a plus l'habitude d'utiliser sa lutte en agression. C'est ça, on l'a vu. On a des choses sur lesquelles on peut se baser. C'est clair. Et lui, pour le coup, faire du clinch et tout, ça le fatigue, mais ça le tue pas non plus. Tu vois, sauf quand t'es contre. Khabib, le T34, tu vois, mais à part ça, non, tu vois, il est capable. Il est moins sur un jeu d'explosivité aussi, c'est plus du volume. C'est ça, et pour le coup, il a déjà fait des guerres contre Eddie Alvarez, contre Justin Gaethje, donc contre Dan Hooker, donc il est capable de faire cet effort. Max Holloway aussi, quand même. Ouais, Max Holloway, ouais. Donc voilà, donc ça pourrait être une stratégie de la part de Dustin Poirier. Maintenant, je pense que quand t'as gagné d'une telle façon. Ouais. Même mentalement, c'est très difficile de se dire je vais faire autre chose. Parce que ça a tellement bien marché. Enfin, je veux dire, le game plan. Surtout revenir à autre chose, là, ce serait pour lui aussi accepter le fait de se dire Conor est plus dangereux aussi que moi en striking. Ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai que tu vois, il a quand même surclassé. Et je pense que pour le coup, du côté de McGregor, l'adaptation elle est vraiment difficile physiquement et tu vois sur les ajustements que tu vas faire dans ta technique, c'est très très dur. Pour Dustin Poirier, les ajustements c'est plus au niveau du mental. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je vais changer quelque chose qui a marché en fait. Et il aurait tort, tu vois, mais bon, il faut anticiper le fait qu'en face de lui, il y a Conor McGregor, il y a toute une équipe, il y a tout. Enfin, tu vois, il est pas débile, il va pas faire la même chose, je pense pas, tu vois. Un peu. Non. Je ne pense pas, que tu arrives à ce niveau-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que par exemple, contre Nate Diaz, il avait fait les ajustements, quoi. Il avait pas fait la même chose que lors du premier combat. Donc, ça, à mon avis, il y aura autre chose. Donc, c'est pour Dustin Poirier, ce sera plus un effort mental, de remise en question, de se dire, bon, ok. Faut que je descende un peu, je l'ai battu, mais il faut pas que je reste là-dessus, il faut que je dégonfle un petit peu et que je me dise bon, on va essayer de traiter ce combat comme si c'était un combat que les deux précédents combats n'avaient pas eu lieu en fait. Faudrait qu'ils se mettent dans cet état mental, tu vois, de se dire j'ai en face de moi quelqu'un qui a cette arme-là, je ne l'ai jamais battu. C'est vachement dur, hein, c'est super dur, surtout qu'en plus il y a un peu un côté émotionnel entre les deux. Je veux dire. Dustin Poirier, il y avait aussi, c'est pour ça qu'il était, je pense, il était sublime dans son deuxième combat, c'est qu'il était en mission, tu vois. Il y avait un affront à laver, il portait ça un peu sur ses épaules et je pense que ça a été libérateur pour lui de gagner contre Conor McGregor de cette manière-là. Est-ce qu'il va être capable de réitérer ?
et d'avoir le bon état mental pour se dire je réaborde ce combat comme quelque chose de totalement indépendant du reste, c'est aussi une énorme question. Hein. C'est une énorme question. Et c'est pour ça que, comme il y a 2 interrogations, le combat il est super intéressant à regarder. Exactement, surtout qu'en plus les 2 hommes sont à 100% de victoire lors de leur revanche. Ouais. Après ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au moment où ils ne le seront plus, tu vois, mais effectivement, ouais, c'est bon. Disons que ça peut dire que c'est des gens suffisamment intelligents pour s'ajuster et pour prendre en fait la mesure des défauts qu'ils ont eu lors de leur premier combat. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on a fait le tour, mon cher Poidomso? Je pense, oui. Alors après, on peut évoquer ce qui arrive ensuite. Là. Hey. Bien. Donc, what's next, mon cher Poidomso? Parce que oui, Conor McGregor, une victoire, 2 défaites en lightweight à l'UFC, une seule victoire en novembre 2016 face à Eddie Alvarez, mais pourtant, il est à une victoire du combat pour le titre. Ouais, et certains esprits grincheux pourraient y trouver à redire. Moi personnellement ça me choque pas tellement, je veux dire, il faut traiter Conor McGregor comme une sorte d'exception. C'est quelqu'un qui apporte tellement d'attention médiatique qu'effectivement il a le droit à certains passe-droits. Et il faut pas nécessairement y voir le mal, parce que déjà premièrement de manière sportive c'est pas non plus un tocard, tu vois, c'est pas comme s'il sortait de nulle part et que juste sur sa belle gueule ça passait, tu vois, c'est pas non plus à ce niveau-là, il faut pas exagérer. Et au-delà de ça, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Quel que soit celui qui va gagner, finalement, c'est profitable à la division, en fait. Si c'est Dustin Poirier qui gagne, moi, personnellement, je ne trouve rien à redire qui combatte Charles Oliveira. Dustin Poirier était de toute façon déjà pressenti pour un title shot. Il a préféré rencontrer Conor McGregor, parce qu'évidemment, tout le monde préfère rencontrer Conor McGregor qu'un combat pour le titre. C'est exceptionnel, hein, il faut quand même le préciser. C'est, je pense, du jamais vu au niveau de l'UFC, ça. Un prétendant au titre qui préfère décaler sa chance pour le titre et du coup combattre quelqu'un d'autre parce que ça lui rapporte plus en termes de notoriété, en termes d'argent, en termes de tout ce que vous voulez. Et qui n'a jamais été champion. Et qui n'a même pas intérimaire. Intérimaire, ouais, mais bon. Ouais. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que Dustin Poirier de toute façon était déjà pressenti pour le title shot. Donc si il gagne, il confirme. Il a toutes les raisons d'y être. En termes de placement dans la catégorie, moi je trouve qu'il n'y a rien à y redire. Bah, il est numéro 1. Il est numéro 1. Il a perdu dernièrement contre l'homme qui ne perd jamais. Donc, quelque part. Khabib Nurmagomedov. D'ailleurs, l'homme. Est-ce qu'on en est certain à ce niveau-là, tu vois? mais en revanche, du coup, s'il combat Charles Oliveira, pour moi, c'est quelque chose de très compétitif. Ça va. Tout le monde est content, je pense, en termes de crédibilité sportive. Ça ne choquera personne. Bah, surtout quand on regarde, mine de rien, Dustin Poirier, il pourrait peut-être prétendre au statut. Dans les plus grands lightweight all time. Honnêtement, ce qu'il fait en termes. Ce qu'il a affronté, il faut voir les noms, quoi, et c'est assez impressionnant. Donc, oui, il n'y a rien de choquant. Et en plus, d'un point de vue stylistique, moi je signe tout de suite, hein, Charles Oliveira, Dustin Poirier, c'est solide, quoi. Moi je trouve ça très solide. Après, si c'est Conor McGregor, alors là, les gens vont gueuler, ouais, Conor McGregor, comme tu l'as dit. Une victoire, du coup ça fera 2 victoires, 2 défaites contre quelqu'un de très haut placé. S'il bat Dustin Poirier, il bat le numéro 1. Donc déjà il gagne en crédibilité, premièrement. Et ensuite, les gars, faut voir le bon côté de la chose. Certes, c'est peut-être pas non plus optimal en termes de compétition sportive, mais du coup c'est un coup de projecteur énorme sur Charles Oliveira. Et finalement le hasard fait bien les choses, parce que Charles Oliveira, il en a besoin. C'est un gars qui est excellent, très très bon, qui en plus a travaillé très dur pour arriver là où il en est. Quand même, ça fait 10 ans qu'il est à l'UFC, Charles Oliveira, enfin, c'est impressionnant, quoi. Mais il n'a pas non plus, il faut être honnête, l'écho médiatique qu'il mérite. Et là, s'il y a Conor McGregor, vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez, mais au moins il fait tout le temps profiter les gens qu'il rencontre, c'est-à-dire toutes les personnes qu'il a rencontrées, peut-être avec l'exception d'Eddie Alvarez, parce que Eddie Alvarez est sorti très rapidement de l'équation. Bah, ils ont eu un énorme coup de projecteur sur eux. Je vous parle à partir du moment où il était vraiment célèbre, hein, Conor McGregor. Dire postérieurement, on ne parle pas de Denis Siver. Voilà, c'est-à-dire postérieurement à son run chez les featherweight. Parce que José Aldo, de toute façon, c'est pareil, tu vois, c'était plutôt plus négatif qu'autre chose pour José Aldo. C'était positif pour Chad Mendes, par contre. Pour Chad Mendes, c'était positif. Et puis même, rétrospectivement, tu vois, c'était positif, même, je pense, en termes d'argent pour les gens qu'il a rencontrés à ce moment-là. Mais on va dire, c'est surtout quand il a fait sa transition en lightweight, regardez Nate Diaz,
Ned Diaz il Joe était Allen. célèbre avant, mais il n'était jamais célèbre à ce niveau-là. Tu vois, faut être de bonne foi, tu vois, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a vraiment juste Eddie Alvarez qui fait figure d'exception là-dedans. Ouais, exactement. Et donc voilà, s'il rencontre Charles Oliveira, c'est très bien pour Charles Oliveira. Et Cowboy, mine de rien. Aussi. Et Cowboy, ouais. Et Charles Oliveira, en plus de ça, je pense qu'il serait très content de rencontrer Conor McGregor. Ça lui ferait drôlement plaisir de faire l'argent et d'avoir la notoriété. Donc voilà, c'est-à-dire, c'est du gagnant-gagnant cette affaire-là. C'est soit Dustin gagne, et pour le coup, je pense qu'il n'y a personne qui trouverait quelque chose à redire à ce que ce soit Dustin Poirier qui ait le title shot, soit Conor gagne, et de toute façon, si Conor gagne, il gagne en crédibilité. Et parce qu'il faut se le taper quand même, Dustin Poirier, hein, il est quand même super chaud en ce moment. Et en plus de ça, boum, ça profite à Charles Oliveira. Non, et puis là, surtout, Polydomso, j'ajoute un truc, c'est si McGregor venait à battre Dustin Poirier, qui d'autre pour la première défense de Charles Oliveira? Personne. On pourrait éventuellement parler de Justin Gaethje quand même, mais c'est vrai que là, Justin Gaethje n'a pas combattu depuis... Sa défaite contre Khabib. Voilà. Donc pour le coup, oui, dans cette optique-là, le plus récent, le plus médiatiquement appréciable, et même sportivement, je veux dire, si Conor bat Dustin Poirier, c'est quand même un énorme, surtout au vu de ce qui s'est passé lors du deuxième combat, c'est un énorme accomplissement. Ouais. Donc voilà, donc moi pour le coup, la suite, je la trouve profitable pour la division. Et si on regarde un peu en dessous dans les classements, non, ça n'arrivera pas. Je pense que l'UFC ne fera jamais, sauf si ils ont vraiment fait tous les challengers possibles. Charles Oliveira, Beneil Dariush. C'est chaud pour Dariush, hein, pour le coup. Ouais, malheureusement. Malheureusement, mais c'est vraiment le problème de cette catégorie où il y a énormément de gens. En plus de ça, ce que je trouve étonnant, c'est que je me demande comment Dariush va pouvoir arriver à sauter cette espèce de plafond. S'il y a une star, je pense. Tu vois, s'il y a une star qui est en main event, dans le sens, tu vois, ils peuvent pas faire un combat où c'est Oliveira Dariush parce que l'UFC fonctionne avec le pay-per-view. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui payent $70 pour ça. Ouais, non, c'est clair. Et alors, ils ont déjà plus ou moins amorcé le travail parce que Beneil Dariush a battu Ferguson et c'est déjà un gros plus. Mais Ferguson était déjà sur une série de 2 défaites. Donc, il faudrait, je pense qu'il lui manque une victoire. À la limite, éventuellement. Makhachev mais Makhachev est booké contre Thiago Moises. Non, mais pour après. Ouais, pourquoi pas pour après. Moi, je pensais plutôt à ce qu'ils prennent, peut-être si Dustin Poirier perd, faire un Dariush Poirier, ce serait intéressant, tu vois. Ouais. Ce serait pas mal. Mais bon, après, tu vois, c'est pour ça que c'est dans un sens et pas dans l'autre, parce que je doute que si Conor McGregor perd, à mon avis, il va pas se taper Beneil Dariush derrière. Ça, j'en doute très fortement. Donc c'est vrai que c'est compliqué, cette catégorie. Faut faire sa place avec les dents. Hein. Vraiment, faut vraiment prendre je pense là, il faut prendre des risques. Il faut prendre énormément de risques. Parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup Islam Makhachev. Je trouve que honnêtement, c'est le dauphin de Khabib, et de ce qu'il montre, la victoire qu'il a eue là contre Drew Dober. Enfin, faire ça à Drew Dober, c'est énorme, hein, c'est exceptionnel, hein, c'est monstrueux. Mais juste, le mec ne prend pas de risques. Et j'entends beaucoup de gens qui disent il évite. Ça, c'est une légende urbaine. Hein. La plupart des combats qui ont été annulés, c'est du fait d'Islam Makhachev. Hein. C'est pas du fait des autres qui se sont désistés. Hein. Je vous invite à regarder les projets de combat qu'il y a eu contre Kevin Lee, contre Gillespie, contre Ferreira. C'est toujours Islam Makhachev qui a annulé, et non pas l'inverse. Hein. Et je crois que le dernier qui a été annulé, c'était RDA. Oui, après c'était pas de sa faute. C'était pour une maladie. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, la catégorie est tellement compétitive que tu es obligé d'accepter des combats où t'es pas au top. Tu es obligé de le faire. Surtout quand tu es quelqu'un comme Islam Makhachev qui, malgré tout, malgré le fait qu'il ait été adoubé par Khabib, n'a pas encore tu as toute la célébrité, tous les coups. Il est en voie. Hein. Moi, je pense qu'honnêtement, il a toutes les cartes pour que ça marche. Hein. Et ça devrait marcher, tu vois. Mais c'est juste que là, Thiago Moises, j'ai envie de dire non, tu vois. Non, ce combat, il a aucun sens pour moi. C'est une perte de temps, tu vois. Donc voilà, donc c'est compliqué, cette catégorie, elle est cauchemardesque. Faut accepter des combats vraiment difficiles. Regardez ce qu'a fait Beneil Dariush. Il a accepté de se taper Ferreira, qui est quand même c'est un dark horse, hein, Ferreira. Les gens, c'est dur de le prendre. Là, tu vois, pareil, Gillespie a accepté de le combattre aussi. Tu vois, ils sont obligés de s'entretuer, de prendre des combats pas faciles contre des mecs qui sont pas forcément très connus pour monter, et c'est même pas suffisant. Dire maintenant, Beneil Dariush, je suis même pas sûr qu'il ait son title shot prochainement. Hein. Je suis même pas certain. Donc en fait, là, il faut avoir une activité constante, et il faut accepter des matchs parfois, même si tu es blessé, même si t'es pas au meilleur, parce que de toute façon, si tu essaies d'avoir une approche
trop précautionneuse, tu vas mettre 10 ans avant d'arriver au top. Ça c'est clair. Donc voilà. Eh bien, voilà. Je suis là. Protégeons Polydomso. Bien, nous avons terminé pour ce podcast, bien évidemment, vous le savez. Notre super méga Broly nous vient de Tsume, un sponsor officiel, attention, du podcast La Sœur. Donc vous verrez bien évidemment bientôt aussi le petit Saitama. On prépare aussi des choses assez sérieuses pour la fin d'année, mon cher Polydomso. On a terminé, big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% je crois en ce moment, surtout My Protein avec le code La Sœur. Et puis vous verrez Dustin Poirier, Conor McGregor combattre en Venom. On y est, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sœur. Bah voilà, on se dit à très très vite pour les pronostics. Los pronosticos. Avec Rust qui sera de retour. Bien évidemment, on essaie de vous prévoir des lots assez sympathiques pour les 3 premiers. Jusqu'à maintenant, on a eu la première fois, c'était je crois des tenues Venom UFC pour les premiers. Deuxième fois, c'était DFNS qui proposait des packs UFC. Là, pour les troisièmes, on va déjà bien évidemment l'envie de participer tout simplement. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir. Exactement. Et on va essayer de vous préparer quelque chose. Pourquoi pas un lot My Sweet Protein. On vous tient au courant en tout cas quand il y aura l'épisode. Allez, à très très vite pour nos aventures. I'm fucking coming for you!